Bonjour. Bien des citations sont très expressives pour ce qui est de l'écriture. Écrire, essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose, arracher quelques bribes précises, un vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. Dixit Georges Perec. Il ne faut écrire qu'au moment où à chaque fois que tu trempes ta plume dans l'encre, un morceau de ta chair reste dans l'encrier. Dixit Léon Tolstoï. Puis, l'écriture n'est rien de plus qu'un rêve guidé. Dixit Georges Louis Borges. Nous avons le plaisir d'accueillir Romy Jean-Michel, né à Jacmel en Haïti. Romy Jean-Michel est romancier, nouvelliste, poète et dramaturge, lecteur éclectique, toujours en quête de nouveaux territoires à labourer. Il s'installe à Paris dans les années 90, se nourrit de la lecture d'œuvres de bien des auteurs venus d'ailleurs, comme Saramago, Kawabata, Charles Bukowski, Jim Harrison, Boualem Sansal et bien d'autres auteurs, toujours habité par le besoin impérieux de dire avec le langage d'écriture ce que la parole peine à exprimer. Parmi ses dernières œuvres, Les Déchus en 2016, Loin des yeux près du cœur en 2016, Moi président les nouvelles fourberies du Tartuffe en 2016, Vie cassée en 2017 et Pulsion de chair en 2018. Ici Kamal Benkiran, bienvenue à l'émission Art et Lettres. Romy Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Merci. Dans un premier temps, votre premier déclic dans l'écriture, ça s'est passé comment? Est-ce que ça s'est passé à Haïti? Vous êtes originaire de Jacmel, donc Oui. vous êtes né à Jacmel. Oui, Est-ce oui. que ça a été dans votre jeune âge ou bien vous êtes venu un peu tard à l'écriture? Alors, donc l'écriture, j'ai envie de dire que c'est un petit peu comme Obélix qui est tombé voilà, dans la soupe, dans le chaudron magique. Donc moi, je suis venu à l'écriture de manière tout à fait spontanée. Donc j'ai eu la chance et le privilège de grandir avec un père qui est un amoureux des livres. Donc mon père, il avait sa bibliothèque. Et dans la bibliothèque de mon père, il y avait pas mal d'auteurs, notamment les auteurs français. Donc j'ai lu les lettres de Montboulin, Oui. d'Alphonse Daudet, et puis oui. les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Donc mon père, c'est quelqu'un qui avait le souci d'enrichir sa bibliothèque, notamment avec des collections classiques français. Donc très jeune, et j'ai grandi aussi sur une dictature, la dictature des Duvalier. Je suis né l'année où le fils Jean-Claude Duvalier accède au pouvoir. Oui. Donc, ce qui fait que j'ai vécu quand même dans une ambiance de suspicion paranoïaque où on nous disait qu'il fallait faire attention, donc il ne fallait pas sortir, il fallait vraiment... Donc là, les années 70. Oui, voilà. Donc dans les années 70. Et à ce moment-là, donc j'ai trouvé à travers la lecture et plus tard à travers l'écriture, donc une façon d'accéder à l'imaginaire. Parce que étant donné que voilà, ce qu'on disait était sous contrainte, donc la dictature des Duvalier était omniprésente, donc il y avait cette suspicion dans une espèce d'ambiance paranoïaque. Donc c'est ce qui m'a permis justement d'échapper à une forme d'automutilation intérieure, parce que je me sentais en permanence la proie de menaces qui n'étaient pas forcément toujours réelles, mais on vivait dans le fantasme que effectivement donc la dictature était là en permanence. Et c'est vrai que les livres, donc j'ai commencé à lire très tôt, et j'ai même envie de dire que dès que j'ai su lire et écrire, je ne cesse de lire et d'écrire. Donc j'avais commencé dans un premier temps par des poèmes, donc c'est l'heure où on était gamin, où on courtisait les jeunes filles. Et à l'époque, justement, il était de bon temps donc, de faire des poèmes, etc. Donc je suis venu un petit peu à l'écriture par ce biais-là. Donc essentiellement des petits recueils de nouvelles qui parlaient de ce que je vivais donc, dans le quotidien. Et puis la ville de Jacmel aussi, c'est une ville portuaire, donc il y a la baie de Jacmel, dont on parle aussi René de Pestre, un autre auteur haïtien originaire de Jacmel. Qui est né là-bas. Oui, voilà, qui est né là-bas, qui a grandi aussi à Jacmel. Et c'est vrai que c'est une ville qui est ouverte sur le monde. Et l'insulaire que je suis, j'ai toujours été habité par le champ du large d'une certaine façon. Oui. Donc vous avez, justement, lorsque j'ai fait ma recherche là, sur vos écrits, vos œuvres, c'est assez foisonnant. Et je comprends bien, vous avez commencé donc par l'écriture poétique. Oui. Inspiré aussi par l'environnement où vous êtes né. Oui. Donc, ce n'était pas le récit, là, c'était pas la nouvelle, c'était carrément
la poésie. Est-ce qu'il y a des auteurs haïtiens qui vous ont inspiré au début? Oui, voilà. Donc, je suis arrivé à la littérature haïtienne un peu tardivement. Un peu tardivement. Donc, j'ai découvert la littérature haïtienne quand j'étais en troisième. Donc, grâce à un ami qui m'a mis dans les mains et l'un des ouvrages de René Depès, Adriana dans tous mes rêves. Oui. Donc ça a été... C'était son premier, j'imagine, parmi ses premiers. Oui, voilà, tout à fait. Donc il y a eu Adriana dans tous mes rêves. Après, j'ai lu aussi Le Mat de Cocagne. J'ai lu Eros dans un train chinois. Donc c'est aussi un auteur qui est assez foisonnant et qui est assez aussi divers dans ce qu'il écrit. Et à partir de là, donc, j'ai commencé véritablement à m'intéresser à la littérature haïtienne, à d'autres auteurs haïtiens, notamment Gary Victor. Mais dans un premier temps, ma formation littéraire, donc, elle est plutôt classique, des classiques français. Mais je pense qu'on commence souvent par la littérature classique et romantique. Oui. Pour que c'est un socle qui permet peut-être de raffermir et de solidifier aussi notre verve pour qu'elle soit... Puis après, on fait des choix. Hein. Après, on se projette après vers des choix. Vous avez écrit quand même assez de livres. Confession intime, bon ça il était en 2014, d'ailleurs je l'ai ici. Confession intime d'un passeur d'âme errante, mesdames et messieurs, Romy Jean-Michel. De quoi ça parle? Alors, donc Confession intime d'un passeur d'âme errante, donc c'est un ouvrage que j'ai écrit et publié en 2014, donc à un moment où je ressentais le besoin véritablement donc, de partager ce que je faisais. Donc ça parle en fait d'un petit garçon qui est né avec un étrange pouvoir, la capacité à communiquer avec les morts. Sachant qu'en Haïti, dans la tradition haïtienne, donc le réel et le merveilleux, j'ai envie de dire, ce sont les deux ailes de même oiseau. Donc Haïti, c'est le pays du réalisme merveilleux et la frontière entre les deux mondes est tellement poreuse que l'Haïtien passe allègrement d'une frontière à une autre. Donc cet enfant, il naît avec ce pouvoir, donc c'est ce qu'on appelle un médium, c'est-à-dire quelqu'un qui a la capacité à faire le lien, à faire la translation entre les deux mondes. Donc ce qu'il va faire, donc il va rentrer en communication avec ceux qui sont passés dans l'autre monde, mais qui continuent à hanter le monde des vivants. Donc ce sont ce qu'on appelle des âmes errantes, des âmes en peine, qui n'ont pas encore entamé leur cheminement. Leur cheminement, voilà, leur cheminement adulte. Exactement. Oui. Et de ce fait-là, donc, et le personnage principal, il va réconcilier d'une certaine façon les vivants et les morts. Parce que c'est lui qui va entendre ce que ceux qui sont passés dans l'autre monde ont encore à communiquer avec leurs proches qui restent dans le monde vivant, matériel. Et à ce moment-là, il va d'une certaine manière raccommoder le lien entre les deux mondes et réconcilier les vivants et les morts. Donc il va trouver un certain apaisement, je dirais, dans le monde immatériel pour pouvoir cheminer vers le monde réel. Et donc c'est pour ça que peut-être le titre aussi est assez expressif. Confession intime d'un passeur d'âme errante. Puis on peut voir ici, mesdames et messieurs, une grotte avec une petite ouverture d'une lumière blanche qui se dégage. Oui, voilà, tout à fait. D'où cette lumière-là qui passe, parce qu'il faut toujours un cheminement pour aboutir quelque part à un rêve ou à un idéal. Donc, Oui, voilà, tout à fait. Parce que j'aime bien les métaphores. D'ailleurs, la langue créole, donc c'est une langue qui est extrêmement imagée, extrêmement métaphorique. Et là, justement, pour moi, c'est le passage un petit peu des ténèbres à la lumière. Voilà. Donc c'est ça. Donc il y a le petit bout du tunnel, donc avec cette lumière, donc qui symbolise un petit peu la paix intérieure, parce que et ça me parle aussi directement, parce que je suis quelqu'un qui est assez introverti. Donc j'aime bien. Et puis quand on écrit, donc vous aussi qui êtes auteur, quand on écrit, donc on passe par une forme d'introspection. Et c'est une transition qui, comme vous dites, une introspection parfois qui s'impose. On va faire une pause, si vous permettez, Romy, et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité, Romy Jean-Michel. On a parlé de confession intime, d'un passeur, d'âme errante. Puis, il y a eu un printemps pour ces indignés. 2014. Est-ce que c'est un texte qui parle d'une certaine, je ne vais pas dire révolte, mais une certaine dénonciation, résistance quelque part à un système établi ou des idées préétablies? Oui, voilà. Alors, Un printemps pour ces indignés, donc c'est le premier recueil de nouvelles. Que j'ai publié toujours chez le même éditeur et des livres. Donc là, justement, c'est parce que je suis quelqu'un, malgré mon calme apparent, il y a des personnes qui me connaissent, comme par exemple mon petit frère, qui utilise cette image pour me dire que je suis un volcan.
Donc un volcan, voilà, donc toujours qui est en prêt ébullition. donc Voilà, tout à fait. C'est parce que je suis habité par une indignation permanente, une indignation par rapport à la bêtise humaine, par rapport à l'injustice. J'ai vraiment une horreur bleue de l'injustice. Et lorsque j'ai écrit ce texte, donc Un printemps pour ces indignés, donc je me suis fait modestement le porte-parole des sans-voix. Et ce qui a servi de déclic, c'est un événement bien précis. Donc à ce moment-là, donc il y avait Christiane Taubira, donc qui était ministre de la Justice en France, garde des Sceaux, et qui a reçu beaucoup d'injustices, de consonances raciales, voilà, par de exactement. certaines détenteurs de l'idéologie gauche, oui, voilà, tout à fait. ou de l'extrême droite, je dirais même. Voilà, absolument. Et là justement, donc on était dans un gouvernement de gauche, donc socialiste. Et là, justement, donc, je m'attendais à ce que ce gouvernement-là soit l'incarnation des valeurs républicaines. Liberté, égalité, fraternité. Okay. Et là, voilà une ministre en exercice, garde des Sceaux, donc, qui est originaire de la Guyane, qui est noire. Et Christiane Taubira a fait l'objet d'insultes racistes. Et à ce moment-là, j'étais vraiment absolument indigné. Donc là, voilà, j'étais véritablement en colère. Je me dis, quel est ce pays, quelle est cette France qui se dit multiethnique, multiculturelle et qui accepte qu'une ministre donc, qui représente la loi et puisse à ce point-là être dénigrée, être traînée dans la boue, etc. Mais je pense que ça a produit l'indignation de tout le monde. Oui, voilà, tout à fait. Donc ce qui m'a mis d'autant plus en colère, c'était le silence assourdissant des intellectuels en France. Donc par exemple, il y a des intellectuels très connus comme Bernard-Henri Lévy, il y a Michel Onfray, donc... Et donc un auteur qui est très connu, philosophe, donc qui passe son temps sur les plateaux télé. Et là, j'ai trouvé quand même que la réaction des intellectuels français était un petit peu, tâtonnante en tout cas. Oui, ils n'étaient pas comme clairs, mais je pense que vous avez raison de l'évoquer. Dois-je rappeler aussi que vous êtes de passage chez nous, hein? Vous êtes établi en France, dans quelle ville? En France, dans le Nord. Dans le Nord. Donc à Lille, voilà. Donc vous êtes établi en France, à Lille. Dans le même ordre d'idée, je pense que le titre suivant qui suit, Survivre à la nuit pour voir le jour se lever. Je pense qu'on est dans le même ordre d'idée. Hein? Oui, voilà. En 2015, voilà, Survivre à la nuit pour voir le jour se lever, c'est mon deuxième roman. Et là, justement, ça prend appui dans une réalité haïtienne qui, là encore, me met en colère et me bouleverse. Donc, en fait, j'ai écrit ce texte pour rendre hommage à ce qu'on appelle chez nous en Haïti les restes avec. Donc, les rester avec, donc dans le langage créole, donc si je traduis de manière littérale, c'est rester avec. Donc, dans la réalité, ça désigne des enfants qui sont placés en domesticité. Donc, généralement, ce sont des petites filles donc, qui viennent des campagnes, qui sont placées en domesticité et qui subissent toute forme de violence, y compris des violences sexuelles. Donc voilà un pays, parce que Haïti, c'est le pays qui a aboli l'esclavage. Donc Haïti a été indépendante le 1er janvier 1804. Voilà ce pays qui a fait voler en éclats le carcan de la servitude et qui continue à garder au sein de sa communauté, des Haïtiens notamment, qui viennent de classes sociales moins favorisées, dans une forme de servitude. Et là, donc, survivre à la nuit pour voir le jour se lever. Donc, en même temps, c'est un message d'espoir. Parce que je n'aime pas placer mes personnages principaux, mes héros, dans une forme comment dirais-je, ce ne sont pas des victimes expiatoires. Oui, parce que moi, j'aime la résilience. Oui, exactement. Donc, voilà. Et la résilience, je pense que c'est une magnifique trajectoire pour l'apaisement en général. Vous avez écrit de la poésie Fleur de mots. Je me permets de citer un extrait. Hein, un extrait, mesdames et messieurs, que j'ai pris le plaisir de noter, de Romy Jean-Michel. Je broute le noir de la nuit, j'avale les peurs qui planent sur tes nuits, je plante une haie de fleurs pour border les sentiers de ton sommeil sur la croupe des nuages, rieur, laisse-toi porter vers le pays des merveilles. Vous êtes dans le merveilleux ici? Oui, voilà, absolument. Et là, justement, donc, en vous écoutant lire ce passage-là, donc ça a résonné de manière forte en moi. Parce qu'en fait, c'est un extrait que j'avais dédié à ma fille, à ma fille Lou. Donc justement, voilà. Donc, et à fleur de mots, donc c'est un texte poétique qui est quand même très intimiste. Et contrairement à l'écriture romanesque, quand on écrit de la poésie, on se dévoile.
Donc, on se dévoile davantage. Oui, Et- on met à nu nos Oui, sentiments. voilà, ce qui est- absolument. ce qui est- Donc, Oui. on sort un petit peu de sa réserve donc, pour exprimer un petit peu les sentiments. Et c'est vrai que l'écriture poétique, c'est un canal à travers lequel donc, on fait passer un certain nombre d'émotions Exact. qu'on arrive plus ou moins à voiler derrière l'écriture poétique, romanesque. Romanesque, exactement. Encore que la poésie, elle se trouve à l'intérieur de l'écriture romanesque. Oui. Qu'on le oui, veuille oui, ou pas. Oui, Je voilà, vais juste tout à aussi fait. noter votre livre, Moi, Président, les nouvelles fourberies de Tartuffe, paru en 2016, et Vie cassée en 2007. Encore ça, c'est deux Voilà. textes. J'imagine bien qu'on parle de certaines dénonciations, d'un certain statut de président parfois qui sont, Oui. qui sont fourbes. Oui, qui sont- voilà, tout à fait. Donc, dans Moi, Président, donc, c'est un texte, donc, en fait, c'est une pièce de théâtre Mhm. donc, que j'ai écrite pour dénoncer un petit peu. Donc, je me suis référé à ce personnage emblématique de Molière, Tartuffe. Tartuffe, oui. Voilà, donc, Ben, qui le symbolise un tartufferie, petit peu c'est exactement la dévotion. Parce que- l'hypocrisie, la dévotion excessive. Oui, où on ne fait que ce qu'on nous dicte. On va faire encore une pause. Oui. On revient à Romy dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Et on est de retour, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité Romy. En 2018, Pulsion de chair. Oui. Pulsion de chair, je pense que c'est comme une nouvelle trajectoire. Hein. Si je ne m'abuse, c'est un roman à consonance érotique. Oui. Pouvez-vous nous en parler? Oui, voilà, tout à fait. Donc, Pulsion de chair, donc ça, c'est le tome 2. Donc, j'ai écrit le même titre, Pulsion de chair, tome 1. Ce qui m'a donné envie d'écrire sur cette thématique-là, donc c'est suite à un échange comme ça, à bâton rompu, que j'ai eu avec un ami. Et là, qui me parlait justement enfin, de la nouvelle mode des réseaux sociaux, donc pour rencontrer l'autre, etc. Donc, je précise que je n'ai absolument rien contre les réseaux sociaux et je respecte justement les modalités d'échange et de retrouver avec l'autre. Hein. Donc, chacun a la possibilité justement de choisir le canal par lequel il va vers l'autre. Exact. Mais ce qui m'a incité véritablement à écrire là-dessus, c'est la marchandisation de l'être humain. Oui, À un moment donné, donc, il y avait un site, justement, donc je ne vais pas faire de la publicité pour ce site, mais le logo représentait une femme qui pousse un caddie avec un homme à l'intérieur. Donc là, je me dis, enfin, dans les relations Oui. qu'on va développer avec l'autre, oui, et il y a ça qui m'a gêné dans un premier temps. oui. Et là, donc, j'ai mis en scène donc, le fait qu'à un moment donné, donc, dans les relations avec l'autre, donc l'autre n'est plus l'alter ego, donc celui qui me renvoie à ma propre humanité. L'autre devient un produit de consommation. Oui. Au même titre, je vais acheter le corps, je vais consommer du sexe Oui. de la même manière que je vais acheter à Jean Coutu un médicament que sais-je encore. L'être humain comme est dénudé de son... Oui, voilà, son exactement. essence, hein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais écoutez, donc, quelque part, il y a une dérive. Oui. Donc, encore une fois, je n'ai rien, donc on est des êtres sexués, donc c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, on puisse ressentir donc, des émotions, etc. Donc, c'est pas ça que je mets en cause, mais c'est surtout la manière... Ta manière de le véhiculer, Oui, voilà, de exactement. l'acheminer. Romy, je Et vous c'est tends. ce qui m'a donné l'envie, justement, d'écrire sur cette thématique-là. Excellent, c'est celle de l'érotisme. Écoutez, la littérature, c'est un vaste champ d'exploration. Hein. Oui, voilà, absolument. Oui. On aimerait vous entendre. Je vous Ben, laisse écoutez- le choix de choisir un extrait. Ben, écoutez, volontiers. Que ce soit ou que ce Voilà, soit Confession. volontiers. Ben, ok. écoutez, je vais commencer par le premier ouvrage que j'ai écrit, donc, qui est sorti en 2014. Ok. Donc là, donc, cette page, voilà, donc je vais lire un petit peu. Voilà. Donc c'est le personnage principal donc, qui a écrit un texte qu'il a intitulé « J'enrage ». Et là c'est extrait de Confession. Oui, voilà, Confession intime d'un pasteur d'Amérique. Parfait. Voilà. Je me suis mise à écrire dernièrement un texte que j'ai pour ainsi dire vomi, quand j'étais au bord de la nausée devant les turpitudes de certains. Je me suis relu et là j'ai décidé de tout effacer. C'était terrible. J'ai employé des mots qui avaient l'allure de lame de rasoir. Ma colère rugissante a craché des mots qui tonnent, des mots qui explosent, qui tempêtent, qui gueulent, rougis au feu de l'indignation. J'ai découvert que j'hébergeais en moi une espèce d'être en révolte et qui a besoin des fois de crier, de hurler, vociférer, de cracher sa rage et sa hargne, tel un rot incontrôlable et libérateur. Je ne sais pas pourquoi, mais notre société abrite des hommes et des femmes qui me font honte, des fois. Quelle est cette société où un gamin de 10 ans,
encouragé par des parents irresponsables et bêtes, ose l'impensable, en lançant à l'endroit d'une ministre de la Justice une banane pour la guenon. Alors je pense à ces milliers d'êtres humains, peu importe leurs origines, leur couleur de peau. Ils sont venus mourir sur les plages de Normandie et ailleurs pour libérer la patrie de Voltaire de la barbarie nazie. Ces comportements, heureusement, je persiste à le croire minoritaire, me donnent la nausée. Quelques jours avant ce dérapage abject, une certaine élue encartée à un parti politique que ma mémoire devenue sélective a choisi d'oublier le nom, avait eu les mêmes propos, en comparant notre ministre, dont je salue la dignité, à un singe. Donc je m'arrête là, donc encore une fois, donc voilà. Oui, Ce sont des textes que j'écris parce qu'à un moment donné, mais ça, je peux il y a, comprendre, voilà, donc il y a une colère en moi, donc que j'ai envie de... L'indignation que ça peut générer chez tout le monde, là, voilà. c'est pas... Et en vous disant ça, me vient à l'esprit la phrase de Marguerite Duras qui disait que écrire, c'est hurler sans bruit. Voilà, donc, tout à fait. Voilà, qui avait donné voilà, tout à fait Duras. cette définition de l'écriture. Excellent. Hurler sans bruit. Romy, donc comme je disais, vous êtes de passage, vous devez sûrement connaître ici des néo-québécois originaires de Haïti. Il y en a beaucoup. On se parlait tout à l'heure, vous avez connu Rodney Saint-Éloi aussi? Oui, voilà, tout à fait. Rodney Saint-Éloi, donc, qui a créé donc, une édition, donc Mémoire d'Encrier. Oui. Donc j'en profite aussi pour dire que très prochainement, donc, je vais rejoindre les auteurs qui sont nombreux donc, à être publiés par Mémoire d'Encrier, parce que je viens de terminer un manuscrit donc, qui parle aussi d'Haïti. Et là, Rodney Saint-Éloi, donc, il est a priori donc, très intéressé par ce que je fais. Oui. Donc là, si toutefois il pourrait me donner la possibilité d'élargir mon lectorat, notamment de toucher les compatriotes du Québec et d'ailleurs, donc ce sera volontiers. Oui. Brièvement, juste à part le fait que vous allez être publié par Mémoire d'Encrier, vos projets d'avenir. Alors, donc, les projets, donc, je continue à écrire et j'écris tous les jours et je lis aussi. Donc, le projet, ce serait qu'à un moment donné, donc, je puisse rencontrer suffisamment par exemple, là, par le biais d'émissions, que je puisse toucher un lectorat plus large. Et les gens qui voudraient, par exemple, avoir vos livres, ils iraient chez Amazon, Oui, voilà, tout à fait. Parfait. Donc, le dernier ouvrage donc, qui est sorti donc, en 2017, qui s'appelle Vie cassée, donc c'est un ouvrage qui est publié conjointement en France et aussi au Canada, donc qui est disponible sur la plateforme Renaud-Bré. Renaud-Bré, parfait. Malheureusement, donc c'est un ouvrage qui n'est pas disponible sur les rayons à Renaud-Bré et aussi à Archambault. Mais on peut le voir. Voilà, exactement. On peut les commander directement et mes ouvrages sont aussi disponibles sur Amazon. Excellent. Romy Jean-Michel, merci beaucoup d'être passé chez nous, chez Art et Lettres. Merci à vous. C'est un plaisir de vous recevoir. C'était tout pour cette émission, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de votre fidélité. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien et à la prochaine.